Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Marine Franz, stagiaire chez Dixit.net. Le 16 juin 2021, j'ai rencontré Pierre-Charles Marais, architecte, porte-parole du mouvement Habitat Participatif France et co-directeur de la SCI Regain en PACA. Ensemble, nous avons évoqué la manière dont l'habitat participatif peut être une clé de la densification des villes et pourquoi certains ont fait le pari un peu fou de réhabiliter un couvent pour y vivre en collectif. J'espère que comme moi, cette écoute vous inspirera à penser autrement nos façons d'habiter ensemble la ville. Bonne écoute. Pierre-Charles Marais, bonjour. Tu es architecte, porte-parole du mouvement Habitat Participatif en France, un réseau national des acteurs citoyens de l'habitat participatif. Et tu es également co-directeur de la SCI Regain en PACA, avec laquelle vous sensibilisez les acteurs locaux de l'habitat participatif et vous accompagnez les acteurs autour des projets. Pour commencer, une question simple. Pourrais-tu définir l'habitat participatif ? Bonjour Marine. Alors l'habitat participatif, c'est une méthode pour produire du logement qui va se caractériser par la place des futurs habitants dans le montage de l'opération. Concrètement, il va s'agir donc de faire émerger des projets de logement collectif autour de la constitution d'un collectif d'habitants. Donc les futurs habitants, les futurs usagers vont préexister au projet architectural et ça présente l'intérêt d'ouvrir le champ des possibles du logement collectif, avec en particulier la question des espaces partagés, des espaces communs dans le projet, qui vont permettre d'aller assez loin dans le potentiel de mutualisation, qui vont compléter les espaces privatifs du logement et offrir un support à une vie collective qui est tout à fait intéressante, qui permet de faire émerger des liens de solidarité entre voisins et qui est le support d'une organisation collective qui participe à une vraie qualité de vie et qui offre de nombreux potentiels, à la fois dans la richesse du lien social et des échanges entre les futurs voisins, mais aussi dans ce que ça apporte à la ville comme potentiel d'organisation, de prise d'initiative des citoyens dans leur quartier et ouvert vers la ville. Voilà. Donc les caractéristiques de l'habitat participatif, pour revenir sur des éléments un petit peu plus de définition, donc ça va être la présence des futurs habitants dès l'émergence du projet et en particulier en phase de programmation avant le début de la conception architecturale. Deuxièmement, l'existence d'espaces communs partagés qui vont exister en plus des espaces privatifs que sont les logements. Et troisièmement, après, à partir de la livraison, la gestion collective de l'ensemble immobilier par ses habitants eux-mêmes. Justement, tu évoquais donc la question de ces espaces collectifs mutualisés. Est-ce que, selon toi, l'habitat participatif peut être une nouvelle forme pour rendre plus désirable la densité ? Et comment est-ce que cela peut faire face aujourd'hui à la mauvaise image dont souffre encore la densification en ville ? Oui, absolument, c'est un enjeu d'écologie essentiel que de se réconcilier avec la densité. Et de mon point de vue, le rêve de la maison individuelle, c'est moins une aspiration réelle qui touche à la maison en tant que telle, qu'un échec de notre capacité à faire du commun et à bénéficier d'une certaine qualité de vie dans les ensembles de logements collectifs. À quoi je fais référence quand je parle de l'échec du logement collectif ? C'est à notre grande difficulté à gérer les espaces communs des copropriétés. Je trouve que c'est lié à deux choses. Je vais commencer par la dimension, on va dire, plus sociale. On a des grandes difficultés et c'est devenu presque une donnée culturelle à gérer les copropriétés, à disposer de liens constructifs dans les ensembles de logements collectifs. Et
on manque, je pense, vraiment d'une vraie culture et de compétences associées à cette gestion collective, autant dans les copropriétés, mais aussi dans le logement social, où la question des relations de voisinage est souvent à l'origine est perçue comme quelque chose de négatif. Et je pense qu'en fait, on a complètement abandonné la question de l'accompagnement à ça. On l'a laissé comme ça l'était peut-être historiquement comme un acquis du lien social dans les villages, historiquement, etc., où il y avait un tissu avec des règles de fonctionnement collectif, peut-être qui s'appuyait sur une certaine stabilité des personnes, sur des liens qui s'appuyaient sur la structure familiale, sur le fait qu'on était moins mobile, etc. Donc, il y avait un tissu qui était fort et qui était le support des liens entre les voisins. Tout ça, ça a évolué, ça s'est relativement, désagrégé, et on sait plus gérer le vivre ensemble, on sait plus gérer ensemble les espaces de logement, et on n'a pas apporté de compétences qui viennent des sciences sociales et qui participent à cette gestion collective. Mais je rêve à ce que les syndics de copro, ils incorporent en leur sein des travailleurs sociaux, que ce soit vu comme quelque chose de normal. Aujourd'hui, ce serait très difficile parce qu'on est allé tellement loin dans cette désagrégation du lien social que on est tout de suite dans la conflictuosité, les gens vont plus aux réunions de copro, etc. En tout cas, c'est pas vécu comme un espace de vie collective, les réunions de copro ou de locataires. Donc ça, c'est un peu un constat d'échec qui crée beaucoup de frustration et qui évidemment n'invite pas à la vie collective et qui associe malheureusement la question du logement collectif à une frustration. Deuxièmement, sur le sujet de l'architecture, je pense que ça fait des décennies que pour des raisons de rentabilité de plan, on a complètement laissé de côté les espaces collectifs qui sont non seulement réduits à peau de chagrin, qui sont extrêmement peu généreux et qui sont même souvent explicitement conçus dans les programmes, en tout cas prévus pour essayer d'éviter les rencontres. Là où justement, ces espaces communs, ils devraient inviter à la rencontre. Et une cage d'escalier lumineuse, avec un grand palier, avec des espaces propices pour mettre des plantes, etc., je sais pas quoi, pour s'asseoir, pour partager, eh bien, aujourd'hui, ce serait vu comme un poids, parce que qui va l'entretenir, les gens vont faire du bruit, etc. Moi, je suis persuadé que des espaces communs conçus pour la rencontre, alors évidemment en prenant en compte des paramètres peut-être d'isolation acoustique, etc., pour qu'en effet ça ne devienne pas des nuisances, qui soient justement conçus pour que la rencontre elle soit propice et qu'elle fasse du bien, en fait, qu'elle apporte de la qualité de vie, ça aiderait justement à entretenir du lien entre les voisins qui permettrait de servir de support ensuite à des initiatives collectives, à plus de bienveillance, à plus de coopération. On a une vraie difficulté, mais au-delà du logement, en fait, à coopérer, à créer des liens de coopération, à faire ensemble. Et ça a pour conséquence le développement de l'individualisme qui va se traduire dans le logement à la forme urbaine qui permet d'être entièrement autonome et de ne pas avoir la moindre obligation de coopération avec personne, qui est du coup le pavillon, la maison individuelle, avec son petit jardin, même si le petit jardin, même si la maison sont réduits à une qualité minime et très mauvaise, même si le jardin est ridicule, parce que ça va être le luxe en fait de ne pas avoir à coopérer avec des gens avec qui on n'a pas envie de coopérer. Et le drame, il est là, c'est de ne pas avoir envie de coopérer. Et je ne suis pas sûr que cette négation de la coopération, elle vienne d'un principe. Il y a certainement des personnes qui ont une nature, un caractère ou un idéal de vie très individualiste et qui ne souhaitent pas coopérer de manière générale. Mais je pense que d'un point de vue culturel, on n'est pas fermé à la coopération par principe, mais on a surtout expérimenté l'échec de la coopération parce qu'on n'a pas rencontré, on n'a pas expérimenté soi-même dans sa vie des exemples positifs de coopération. Avec des collègues, on parle souvent de l'école qui nous apprend pas à coopérer, donc qui ne nous nourrit pas d'expériences fructueuses et enthousiasmantes de coopération, ce qui pourrait être
un bon début pour s'outiller dans la vie. Donc, on n'est pas optimiste tout le monde, et on entend beaucoup autour de nous que ça marche pas. On est persuadé culturellement que la coopération c'est difficile, et surtout on n'est pas outillé pour ça. Donc, le pari de l'habitat participatif, ça va être d'une part de s'appuyer sur le caractère volontaire de personnes qui ont envie de coopérer. Donc, toutes les personnes qui participent à un projet d'habitat participatif sont des personnes qui ont manifesté ce désir de faire ensemble. Donc, on va dire, on passe un premier obstacle assez important. Et puis, deuxièmement, qui vont s'outiller pour apprendre à coopérer. Parce qu'en effet, c'est pas facile. En effet, ça demande, de se former, de réinterroger certaines pratiques. Et donc, ces deux barrières, ces deux premiers obstacles étant franchis, on réunit les conditions pour pouvoir concevoir du logement ensemble. Et ceci étant dit, on va pouvoir justement construire une organisation sociale qui va être propice à une gestion collective qui va apporter beaucoup de plaisir et de satisfaction. Et puis par ailleurs, étant en amont du projet, on va pouvoir concevoir un projet d'architecture qui va permettre donc de disposer du logement qu'on va vraiment imaginer, comme dans le cas de la maison individuelle, qui est la seule manière aujourd'hui pour un particulier de pouvoir travailler sur son logement avec un architecte. Donc une possibilité d'adapter son logement à ses envies, à ses besoins, et puis on va pouvoir aborder cette question de la conception architecturale, y compris dans des espaces communs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un collectif d'habitat participatif qui réfléchit à des espaces communs, tout de suite, quand on travaille sur la programmation, va manifester l'envie d'aller beaucoup plus loin que les dessertes collectives, la cage d'escalier, etc. Il va se poser la question du terrain. Oui, le terrain, gérons-le ensemble pour tous disposer d'un terrain plus grand que si on le coupe un petit bout. Et puis finalement, apparaissent les questions de où on va se retrouver, si on veut manger ensemble, faire nos réunions, etc. On va faire une salle polyvalente, une salle commune. Et puis émergent souvent d'autres usages qu'il est tout à fait utile et pertinent en fait de mutualiser, qui fonctionnent mieux mutualisés, comme le local de bricolage pour mutualiser des outils, comme la buanderie pour mettre à l'extérieur la machine à laver, les étendoirs et tous ces trucs qui trouvent pas leur place dans nos petits logements, comme des chambres d'amis en fait qui sont utiles mais qui nous servent à rien 90% de l'année et qui sont plus efficaces quand on les mutualise, qui permet de disposer de plusieurs chambres d'amis. Voilà, il y a plusieurs usages en fait qui vont émerger, qui dépendent des collectifs évidemment, et qui vont pouvoir enrichir le projet architectural. Donc, pour revenir sur la question de la densité, en fait, la démarche de conception d'un habitat collectif par ses habitants, elle va le devenir tout d'un coup très désirable et beaucoup plus qu'une maison isolée. Alors ça fait écho à un mode de vie, à un projet de vie. Mais pour revenir un petit peu sur les formes architecturales et urbaines, on peut se rendre compte presque du point de vue de l'intérêt. Je reviens pas sur les questions de l'impact urbain, des zones pavillonnaires, etc. parce que d'une part, les urbanistes et les élus connaissent très bien les problèmes que ça génère. Et puis, c'est pas en culpabilisant les personnes en fait qu'on fait évoluer ces choses-là. Moi, j'aurais plutôt le regard de l'intérêt en fait de chacun. Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir un jardin de 200 mètres carrés qui permet pas de faire du vélo et qui permet pas d'avoir un potager qui soit bien situé? Alors que c'est tellement mieux de mettre en commun 10 fois 200 mètres carrés pour pouvoir disposer de 2000 mètres carrés où les enfants ils peuvent jouer ensemble, avec des immenses espaces où ils peuvent faire du foot, faire du vélo, etc. Et puis avec un potager qui va être situé au bon endroit, à l'endroit où il y a la bonne lumière, la bonne terre, etc. Et pas à chaque fois à l'ombre, dans des trucs mal foutus, etc. Et puis, je reviens sur les usages. C'est tellement plus sympa de faire du potager avec les voisins, avec les copains, de le faire si on a envie. D'ailleurs, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la question des usages collectifs, elle ne s'impose pas au désir individuel. On a un équilibre en fait qui fonctionne assez bien dans l'habitat participatif entre ce qu'on veut mettre en commun. En fait, puisque c'est une méthode, c'est
voilà, les habitants vont choisir eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Et puis par ailleurs, dans la gestion de ces espaces postérieurement, il n'y a pas d'imposition sur le fait que chacun doit faire la même chose, etc. On trouve aussi sa place dans sa sphère privée. Et puis au contraire, on va se nourrir de la possibilité nouvelle qu'on va avoir. Je continue à tisser l'exemple du jardinage. Si on n'y était pas sensible et que finalement ça nous intéresse, de rencontrer des voisins qui vont nous apprendre 2-3 trucs, qui vont nous initier petit à petit à s'ouvrir à de nouvelles choses si on en a envie. Et justement, un de ces exemples de cette coopération heureuse et de cette mutualisation des espaces, c'est le projet de la Convention à Auch, donc dans le Gers. Il regroupe à la fois plusieurs enjeux, donc d'un côté cette coopération, cette mutualisation des espaces, mais aussi à l'échelle de la ville, cette question de transformer l'existant et de pouvoir réhabiliter des friches, puisque la Convention, c'était un ancien couvent qui a été ensuite transformé en institut médico-éducatif, qui a été en friche pendant 7 ans, donc c'est 3000 mètres carrés de foncier, 1800 mètres carrés d'habitables, et donc qui a trouvé une seconde vie grâce à ce collectif d'habitants. Comment est-ce que s'est montée cette opération ? Alors, j'ai pas travaillé avec eux. C'est un collectif en autopromotion qui est donc l'autopromotion, c'est la forme, on va dire, historique qui existe depuis l'après-guerre, et notamment les mouvements des castors qui ont fait émerger ce dispositif de faire des logements ensemble, de coopérer pour produire des logements. Donc l'autopromotion, il s'agit, c'est quoi ? C'est plusieurs citoyens qui ont un projet de logement, qui ont les moyens de financer leur propre logement et qui se disent, on va pas le faire tout seul chacun dans notre coin, mais on va faire un projet de logement ensemble. Et donc ce collectif de la Convention, il est à la recherche d'un bien immobilier à acquérir pour lequel ils avaient mis leurs moyens financiers en commun pour procéder à cet achat. Donc ils cherchaient un bien assez grand à réhabiliter, en l'occurrence. Ce type de projet peut se réaliser aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation. Il n'y a pas de différence, on va juste être sur des méthodologies de projet légèrement différentes. Donc, ils cherchaient des biens assez grands et avaient des difficultés parce que, on sait bien que sur de l'habitat collectif, il y a des acteurs privés qui peuvent avoir une organisation et des moyens financiers plus importants. Et c'est souvent des lieux assez originaux qui vont accueillir des initiatives citoyennes, puisque finalement, ce caractère un petit peu bizarre, original, qui a tendance à rebuter les acteurs professionnels, va plutôt stimuler la créativité des collectifs citoyens qui n'ont pas besoin de plans standards, qui ont cette capacité à faire des bizarreries, en tout cas des originalités, des projets architecturaux, plein de choses charmantes, et puis qui ont cette capacité aussi à créer des espaces communs. Les promoteurs dans leur programme, ils n'ont jamais des espaces communs partagés importants. Donc, il y a toujours la question de l'obligation de commercialiser les espaces, donc avec des surfaces qui soient commercialisables. Donc, le collectif d'habitat participatif, en fait, il a une immense flexibilité. Et puis surtout, il a la capacité à faire des choix pour lui-même. Le promoteur, il doit toujours faire des choix pour un potentiel client qui va réduire à une demande standard pour minimiser les risques. Et donc, il est obligé de rentrer dans du projet standard. Et donc, face à des lieux très atypiques comme le sont les friches, et qui en plus souvent présentent une certaine complexité liée en l'occurrence à la localisation dans le centre urbain, avec des difficultés d'accès, de création de places de stationnement, etc. Et en fait, ce lieu était abandonné depuis de nombreuses années, ne trouvait pas acquéreur. Et donc, c'est ce collectif d'habitants, avec sa créativité, qui s'en est porté acquéreur et qui a réaménagé les bâtiments anciens en les réhabilitant, par ailleurs avec une grande partie d'auto-réhabilitation, donc en autoconstruction. Ils ont fait des gros efforts pour bosser sur la réhabilitation des bâtiments, pour faire donc des logements privatifs, mais aussi des espaces communs qui sont assez généreux et qui prennent place dans, en fait, qui étaient des locaux collectifs, à la fois dans le couvent et à la fois dans l'école d'infirmières qui avait lieu. Donc, en fait, le projet en autopromotion d'habitat participatif, c'est un vrai potentiel pour reconvertir des lieux assez originaux sans faire la table rase qui s'impose aux promoteurs pour revenir dans des typologies architecturales standards. Et puis surtout, du point de vue de l'intérêt public, en apportant une dynamique
à cet ensemble de logements qui va évidemment avoir un impact très positif sur le quartier. Donc, ce collectif d'habitants de la Convention, ils ont installé des locaux d'activité économique, ils ont installé des espaces communs dans lesquels il se déroule plein d'activités associatives qui évidemment bénéficient à leur quartier. Et puis, cette organisation qu'ils ont tissée entre eux, qui leur a permis d'entreprendre un projet très important. Il faut avoir de la force et du courage pour mener ça. Et évidemment, cette organisation, elle ne s'arrête pas une fois le projet culminé. Et elle va rester disponible pour entreprendre plein d'autres projets qui prennent forme à Auch. D'accord. Un autre exemple aussi, c'est celui de la ville de Strasbourg. Depuis 2009, la ville soutient les projets d'habitat participatif, notamment pour densifier ses dents creuses, ces espaces de petite taille souvent délaissés par les promoteurs conventionnels. Comment est-ce que, avec Habitat Participatif en France ou encore la SCI Regain, vous arrivez à mobiliser les collectivités sur ces questions-là? Alors, en effet, je disais que les projets en autopromotion, c'est la forme historique de l'habitat participatif qui a émergé de citoyens qui s'organisent eux-mêmes avec leurs propres moyens, mais ça présente certaines difficultés. La première difficulté, c'est que cette méthodologie, elle n'est pas accessible aux personnes qui ne disposent pas des ressources économiques pour financer même leur logement. Toutes ces personnes qui peuvent être locataires, et notamment qui peuvent disposer d'un logement social, évidemment, ça marche pas sur un projet d'autopromotion. Le deuxième élément, c'est l'accès au foncier. Les projets d'autopromotion se développent d'autant plus qu'on n'est pas sur du marché tendu, donc surtout en secteur rural, et c'est très difficile d'acheter un foncier aussi bien à construire qu'à réhabiliter dès qu'on est en zone tendue, dès qu'on est dans les villes. Et donc il y a un enjeu, on en parlait d'une densité choisie à faire de l'habitat participatif, y compris en secteur tendu et dans les villes. Et ça, la clé, clairement, c'est la politique publique. Donc, il y a plusieurs collectivités territoriales, aussi bien régions, départements, métropoles, villes, qui ont intégré dans leur politique de l'habitat, que ce soit le PLH ou à différentes échelles, l'outil habitat participatif comme une manière de produire du logement. Et la collectivité qui est à la pointe en France sur ce sujet, c'est clairement Strasbourg, qui s'est inspiré du modèle allemand et notamment de la petite ville de Tübingen, qui est une ville assez modeste, qui a la population, je crois, d'Aix-en-Provence approximativement, et dans laquelle une part significative, j'ai entendu parler de 20 à 30% du logement neuf est produit en habitat participatif. Donc, on ne parle pas de 2-3 projets anecdotiques. On parle d'une part tout à fait significative de la production du logement dans cette ville. Donc, c'est possible. On en est encore loin en France parce qu'il n'y a pas de soutien des politiques publiques généralisées, parce que c'est assez peu connu, parce qu'il n'y a pas encore une culture professionnelle répandue chez les architectes, les notaires, les banques, les assurances. Il y a tellement d'obstacles que c'est plus compliqué à faire chez nous. Et donc, on a vraiment besoin d'un soutien de politique publique. Comment s'y esprit Strasbourg, donc à l'échelle de l'agglomération urbaine? Eh bien, ils ont commencé par identifier les opportunités foncières dont ils bénéficiaient d'une manière assez intelligente, en reconnaissant le fait qu'il y avait un certain nombre de dents creuses urbaines qui intéressaient assez peu les acteurs professionnels de la production du logement, parce que c'était des terrains qui étaient plutôt trop petits pour faire des grandes opérations rentables telles que les aiment les promoteurs, mais aussi les organismes HLM avec les besoins d'économie d'échelle qu'implique le fonctionnement de leur structure. Et puis aussi parfois des terrains qui peuvent être assez grands, mais qui sont un peu complexes, qui du coup appellent pour bien fonctionner des programmes un petit peu originaux, qui leur font peur, évidemment. Et puis, il ne faudrait pas limiter les opportunités foncières juste à des questions de disponibilité de terrain dont personne veut, mais il y a aussi un enjeu, il faut le dire, de réserver des très bons terrains à des projets d'innovation sociale et écologique, juste parce que c'est positif pour la ville, parce que ça va contribuer à animer les quartiers. Et à Strasbourg, on le voit, on voit très clairement. Il y a bien d'autres exemples dans lesquels on peut observer la manière dont ces projets d'habitat participatif vont avoir un impact très positif pour le quartier, donc vont apporter beaucoup plus du point de vue de l'intérêt public qu'un programme standard, entre guillemets, immobilier. Donc, la ville de Strasbourg, sur ce constat, a lancé des appels à projets, donc qui vont
qui vont organiser une communication publique qui va permettre donc à des citoyens soit déjà organisés en collectif, soit individuels de se rencontrer. Donc, l'appel à projet va organiser un accompagnement professionnel pour permettre donc à des non-sachants d'acquérir un certain nombre d'outils, de rentrer dans un cadre qui va sécuriser la mise en œuvre de leur projet, qui va les aider à le mettre en œuvre. Et puis, enfin, la ville de Strasbourg, dans le cadre de l'appel à projet, va donner des orientations programmatiques par ailleurs. Donc, au début, ils ont commencé avec des projets en autopromotion, tout simplement en vendant des terrains à des collectifs. C'était le plus simple pour eux. En fait, il y avait juste à céder un terrain, non pas à un promoteur, mais à un collectif d'habitants. C'était juste un cahier des charges qui était un petit peu différent. Et ils ont avancé au fur et à mesure de leurs différents appels à projets dans les outils d'accompagnement et aussi dans la programmation, puisqu'aujourd'hui, dans les projets à Strasbourg, on va trouver à la fois du locatif social, de l'accession sociale à la propriété, voire même du locatif libre, et bien sûr du logement privé issu des projets en autopromotion. Donc, on a vraiment une diversité programmatique qui s'est enrichie au rythme des partenariats et des outils méthodologiques qui se sont affinés. Et aujourd'hui, aussi bien à Strasbourg que dans n'importe quelle ville, on a vraiment mis au point des manières de travailler avec les organismes HLM et on sait faire des projets de 20, 30, 40 logements. C'est une dimension tout à fait standard qui correspond aux projets que font les organismes HLM. On a même le plus grand projet de France à Strasbourg, à Toulouse, les 80, qui a près de 100 logements. Je ne me souviens plus du nombre exact, entre 90 et 100 logements. Et voilà, donc c'est un projet, on va dire, presque expérimental qui va certainement pas manquer de présenter des difficultés parce que c'est le premier à cette échelle, mais qui montre bien qu'on dispose aujourd'hui de solides retours d'expérience et d'outils pour faire du logement collectif qui sort un peu du cadre, qui est créatif, qui apporte beaucoup à la ville et puis qui met en place des liens de voisinage et d'organisation entre futurs habitants qui sont un vrai potentiel pour la ville. Très bien. Eh bien, pour conclure cet échange très inspirant, est-ce que tu aurais un livre, un film, une exposition, un événement à nous conseiller pour prolonger ces réflexions ? Bien, je vais profiter du calendrier pour vous inviter à participer aux Rencontres nationales de l'habitat participatif, qui est donc un événement organisé par Habitat Participatif France, une rencontre tous les 3 ans. Il faut en profiter, voilà. C'est très bientôt, ça va se dérouler du 8 au 11 juillet prochain à Lyon. À cette occasion, donc sur ces 4 jours, auront lieu de nombreuses conférences, des ateliers sur des thèmes très variés qui sont vraiment, il y a plus de 100 ateliers qui sont dirigés aussi bien à des futurs habitants intéressés qu'à des professionnels, aux architectes, aux élus, aux bailleurs qui veulent en savoir plus sur l'habitat participatif, qui veulent approfondir le sujet. Il y aura aussi des visites organisées d'habitat participatif à Lyon, donc je vous invite vraiment à profiter de cette occasion pour approfondir ce sujet et rencontrer des personnes qui ont fait cette expérience. On a 250 projets livrés en France, donc c'est autant de projets à visiter pour s'inspirer. Merci beaucoup pour ces conseils. Nous ne manquons pas donc de mettre bien évidemment les liens vers les sources évoquées dans la description de ce podcast. Merci pour cet échange, Pierre-Charles Maret, et à bientôt peut-être. Merci Marine. Au revoir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.